Bonsoir. Alors, pardon, Bonsoir. bonsoir à tous. On démarre donc. Merci à tous de vous joindre à nous pour ce webinaire, ce deuxième webinaire sur le numérique en santé. Le principe est de faire un webinaire à peu près tous les trimestres, en tout cas trois par an, sur des problématiques numériques auxquelles sont confrontés les professionnels de santé en ville, donc sur les territoires des CPTS, de l'Essonne en particulier. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Ce webinaire il est co-organisé par la CEPAM de l'Essonne, représenté ce soir par Laurent Couture, qui sera à la fois le représentant, mais aussi l'animateur sur deux sujets qu'on va voir tout à l'heure. Laurent, si tu veux dire un mot. Oui, je vous remercie à tous d'être présents à ce webinaire. Il y a déjà beaucoup de monde là, on est 33. Donc c'est un webinaire qui est organisé, comme le dit Marc, avec l'Inter-CPTS et la CEPAM de l'Essonne et qui est ouvert à l'ensemble des professionnels de santé de l'Essonne. On remercie l'Inter par rapport à cette participation et par rapport au fait d'ouvrir en fait cette offre de service à l'ensemble des PS du territoire, voilà, pour toucher le plus grand nombre. Voilà. Alors, je vous laisse revérifier les règles de base, qui sont les règles de tout webinaire, sur le fait que le micro soit coupé, le fait de poser les questions plus tôt sur le chat. Voilà, lever la main quand on veut poser des questions, et puis on va avancer. Alors, ce soir, on a au programme 3 points principalement. L'accès à MediPro par ICPTS, qui sera présenté par Fabien, qui est un des piliers de ces webinaires. Ensuite, Stéphanie Brenley nous présentera le bilan de soins infirmiers et on verra aussi l'aspect numérique de ce BSI. Et puis, Laurent reprendra la main pour le certificat ATMP et l'arrêt de travail ATMP. Voilà. Et puis, entre chacun des points, on essaiera de répondre à quelques questions. On n'arrivera peut-être pas à répondre à toutes les questions. Je voulais vous dire aussi que le webinaire est enregistré. Pourquoi? Parce qu'on le mettra après sur la chaîne YouTube, de l'Inter-CPTS, et comme ça, il sera accessible aux uns et aux autres. Et si vous voulez réécouter telle ou telle partie, ça sera possible. Voilà ce que je voulais dire pour démarrer, et je vais laisser tout de suite la parole à Fabien. Juste Marc, Oui. il y aura un dernier point sur l'application Carte Vitale, un projet qui va être développé en 2023. Ah, pardon, j'avais oublié. Merci Laurent. Fabien, je te laisse la parole et la main. Merci Marc. Bonsoir à tous. Donc, je me présente. Donc, je suis Fabien Besançon, médecin généraliste. Je suis installé à Aigli et je suis le président de la CPTS Cœur Essonne. Alors, Marc, j'ai beaucoup aimé ta déformation professionnelle. Tu nous as dit qu'on allait parler de la connexion sur Amélie Pro avec la ICPTS. Oui, pardon. Donc, tu as déjà un petit peu d'avance. On n'a pas encore beaucoup brainstormé sur la ICPTS, mais on va surtout parler de la ICPS ce soir. Je pense que vous êtes pas mal quand même à connaître la ICPS. Voilà, ce sera juste un petit élément d'introduction. Le gros morceau, si je peux m'exprimer ainsi, ce sera plutôt le BSI que nous présentera Stéphanie. Euh, L'idée aussi derrière la présentation du BSI sous son format numérique, c'était aussi quand même, quand on a décidé de traiter de ce sujet avec Stéphanie, moi j'ai appris énormément de choses sur le BSI en tant que médecin, je parle, et je pense que ça vaut le coup de passer un peu de temps dessus. Il y a pas mal de choses qui peuvent intéresser beaucoup de monde sur ce que c'est que le BSI et ce qu'en font les infirmiers. C'est assez éclairant. Et puis voilà. Alors les sujets qui ont été choisis ce soir, on en a un petit peu discuté entre nous. J'aimerais qu'on se garde un temps à la fin, la toute fin, on vous relancera là-dessus pour que vous nous donniez quelques idées de sujets concernant le numérique en santé qui vous intéresseraient pour qu'on puisse préparer les futurs webinaires. Alors on a prévu 1 heure puisque c'est le temps qu'on s'était bloqué pour respecter les engagements des uns et des autres. Donc on s'est pris 1 heure pour présenter ces 4 points-là. Derrière, on peut se prévoir encore un petit temps pour les questions et réponses complémentaires. Comme ça, ceux qui veulent partir auront eu l'aperçu des 4 points. Et puis après, ceux qui veulent rester discuter, on pourra en profiter. Du coup, je reprends la main très rapidement. Alors, la ICPS, je pense que vous en avez tous entendu parler. On en a surtout entendu parler quand on a commencé à vacciner pendant le Covid, puisque ça a été un des moyens d'accéder
à des espaces sécurisés réservés aux professionnels de santé sans avoir de lecteur de carte vitale connecté ou la CPS connectée. Et je pense que vous en avez tous plus ou moins entendu parler à partir de cette période-là. L'usage de la ICPS se développe. On en a parlé sur le webinaire précédent, donc il est disponible sur YouTube. Vous pourrez retourner le voir. L'idée ce soir, c'était de vous rappeler, Laurent l'avait annoncé lors du dernier webinaire, mais ça y est, c'est enfin effectif et c'est très pratique. Maintenant, Amélie Pro, que vous, je pense, connaissez tous, vous pouvez vous connecter sur Amélie Pro avec votre ICPS comme vous le faites avec votre CPS classique quand vous êtes à votre cabinet avec votre lecteur de carte vitale connecté, qui permet quand même d'accéder à pas mal de choses en mobilité. Moi, le premier, hein, je suis médecin généraliste, je fais un peu de téléconsulte de chez moi et ça m'évite de me trimballer avec mon lecteur de carte vitale. Alors, juste hein, pour comment ça se présente, je vous partage mon écran. Donc ça, c'est Amélie Pro que vous connaissez tous. Et vous voyez maintenant que, en plus de vous connecter ici par CPS, vous avez le petit encart ici où s'identifier avec ProSanté Connect. Et la procédure, c'est la même. Bon, elle a été un petit peu peaufinée depuis l'époque de la vaccination Covid. Mais du coup, vous rentrez votre RPPS. Ah bah voilà, je suis déjà connecté parce qu'il avait gardé en mémoire ma connexion précédente. Mais j'aurais voulu vous montrer, c'est dommage. Hop. Donc voilà, voilà, c'est toujours le... Désolé, je vais... Est-ce que si je passe... J'ai essayé la connexion tout à l'heure et du coup, il garde ma connexion ICPS en mémoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être plutôt me connecter hop, sur... Je vais essayer puis un autre navigateur qu'il n'a pas gardé en mémoire pour le coup. Et là, hop là, voilà. Allez, je partage un autre navigateur. Donc c'est Safari ce coup-ci. Hop. Donc ProSanté Connect, votre RPPS, se connecter avec la ICPS. Donc moi, il m'envoie ma requête sur mon téléphone portable jumelé. Hop, je valide dessus avec le code que j'ai choisi. Je valide le numéro de vérification et du coup, on est connecté. Et on a accès à toutes les fonctionnalités qu'on a habituellement quand on est connecté avec la CPS physique. Donc, c'est quand même bien pratique. Et à partir de là, moi, je vais pouvoir passer la main à Stéphanie qui va vous montrer maintenant comment, une fois qu'on est connecté avec sa ICPS sur Amélie Pro, on peut faire son BSI. Donc, Stéphanie, je te laisse la main. Bonjour, alors Stéphanie Brindley, infirmière libérale à Cerny dans le sud d'Essonne, c'est la CPTS Val d'Essonne et les Deux-Vallées. Moi, je suis infirmière libérale depuis 23 ans et je vais vous présenter donc le BSI. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous faire le partage de connexion de l'ordinateur, c'est Laurent. Parce que, en fait, pour pouvoir rentrer dans le BSI, il me faut un numéro de carte vitale, un numéro d'assuré, et que là, pour la confidentialité, voilà, on a préféré être sur une page test. Donc, vous pouvez vous connecter, voilà, de 3 façons différentes, comme l'a montré Fabien tout à l'heure. Donc, le BSI, qu'est-ce que c'est les 3 lettres. Donc, c'est bilan de soins infirmiers qui remplace la DSI qui était démarche de soins infirmiers. Ça a été déployé depuis le 1er janvier 2020 grâce à l'avenant 6 signé en 2019, en juin 2019. Donc, cet outil, en fait, permet de faire une évaluation. Vous mettez la planche sous les fesses. Comment Là, il faut couper le micro pour ceux qui travaillent en même temps. Donc, en fait, ça permet, cet outil, de faire une évaluation de l'état de santé du patient dans sa globalité. Au démarrage, ça y est, je vous ai perdu. Hop là, voilà, je vous ai retrouvé. Au démarrage, en fait, il a été déployé avec des différentes classes d'âge de patients. Donc, en janvier 2020, c'était pour les patients de plus de 90 ans, avec une clause de revoyure pour le déploiement avec les différentes classes d'âge. Donc là, on est passé aux plus de 85 ans. Et normalement, en avril 2023, on devrait passer sur tous les patients dépendants, quel que soit l'âge. Stéphanie, vous voyez bien mon écran là? Je suis bien sur la page d'accueil. Alors là, pour l'instant, vous Oui, êtes on le voit.
Oui, on le D'accord. voit, mais pour l'instant, on est sur la connexion D'accord. Paris-CPS. Donc, Donc, juste avant que je te laisse la parole, oui, on est sur un espace de démonstration. Donc, ça ne sera pas forcément l'exacte réplique que vous trouverez sur votre Amélie Pro, mais voilà, normalement, il est à jour des dernières données. Donc là, je vais juste me connecter comme si je me connectais par CPS et je vais laisser la main à Stéphanie sur le bilan. sur le bilan. Donc, j'ai cliqué sur le bilan et là, tu me dis, je prends par exemple moins de 90 ans. Voilà. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, le BSI, en fait, pour en faire la prescription pour les médecins, en fait, il faut juste écrire bilan de soins infirmiers. Hein, il n'y a pas besoin de faire du détail. La durée de validité de l'ordonnance, elle est de 1 an. Donc, avec la date, le médecin prescripteur et son temps. Donc, en fait, une fois qu'on est sur Amélie Pro, le BSI, de toute façon, on ne peut le faire que sur Amélie Pro, contrairement à la démarche de soins infirmiers qui était faite avant. Donc là, c'est vraiment sur le téléservice et c'est dématérialisé. Donc, le BSI, c'est une démarche clinique infirmière où on identifie les besoins des patients en posant les diagnostics infirmiers et de là découlent des actions à mettre en place au domicile des patients dépendants. Il y a différents volets. Donc, le premier volet, on peut être sur les BSI. Non, on va revenir un tout petit peu en arrière. Les premiers volets, on va être sur la liste des BSI qui ont déjà été faits. Donc, on peut retrouver voilà, la liste tout en haut, là, en bleu, gérer les BSI ou les BSI archivés hein, pour nos patients qui n'en ont plus besoin. Donc là, on peut retrouver déjà ceux qui sont en cours. Pour si on veut aller refaire un BSI intermédiaire, on en reparlera un petit peu après, on peut les retrouver facilement. Donc là, vous avez le volet, effectivement, voilà, avec là, c'est les listes voilà, de nos BSI. Donc, vous ne voyez pas de nom puisque c'est une page test, mais on ne pouvait pas aller sur un vrai patient. Donc là, on peut passer la photo suivante. Une fois qu'on a, on trouve le volet administratif, où là, on va mettre la date de la prescription. Donc, logiquement, si le médecin référent du patient est identifié, s'il a bien un médecin référent, il aura son médecin traitant qui sera déjà inscrit. Mais parfois, ce n'est pas le médecin traitant qui fait la prescription du BSI. Ça peut être un autre médecin ou un médecin hospitalier. Si le médecin est inscrit par une adresse mail sécurisée, il recevra par mail la synthèse du BSI. Donc ça, c'est important de référencer le nom du médecin. On met la date de prescription du BSI et ensuite la date de la réalisation du BSI. Alors là, il faut faire un petit peu attention. Quand on fait la réalisation du BSI, il faut mettre une date qui correspond au début des soins. Des fois, on peut avoir un BSI qui a une certaine date et on a récupéré l'ordonnance après, le patient a appelé plus tard. C'est pas grave, c'est pas très important de faire exactement la même date que la prescription, mais par contre, la date, c'est la date réalisée avant le début des soins. Parce que sinon, on ne pourra pas facturer, ça sera rejeté. Ensuite, un peu plus bas, on a la condition de prise en charge des actes. C'est si le BSI est suite à un accident professionnel, une ALD, une maladie. Hein, quand on clique, voilà, un petit peu plus bas, on va voir la liste. Donc là, on renseigne. Et ensuite, on passe voilà, ça j'ai déjà expliqué, excusez-moi, sur la messagerie de santé. Hein, si c'est un médecin hospitalier, le BSI sera automatiquement clôturé parce qu'il n'y a pas de retour auprès du médecin prescripteur hospitalier. Sinon, on a une BSI qui est transmise auprès du médecin sous 5 jours en fait. Hein. Au bout de 5 jours, il se clôture automatiquement. Dans l'ancienne version des BSI, il fallait qu'on retourne nous sur la page au bout de 5 jours et le clôturer nous-mêmes si le médecin n'avait fait aucune remarque en fait hein, sur l'élaboration de notre BSI. Maintenant, ça se fait automatiquement, c'est clôturé automatiquement sur 5 jours. Alors les 5 jours, c'est pas 5 jours ouvrés. Hein. Si on fait un BSI le vendredi, le samedi, dimanche, il compte. Après, on passe au volet médico-social.
où là, on va renseigner, voilà, il y a différents volets, A, B, où là, en fait, on va avoir des grilles de fragilité du patient. C'est ce qu'on appelle la grille SEGA. Donc, tout ça, il faut remplir. On a l'âge, si le patient il vit au domicile, le nombre de médicaments qu'il prend. Enfin, voilà, c'est pour, en fonction de ce qu'on coche, on va se retrouver avec un chiffre. Et en fonction de ce chiffre, on évalue la fragilité du patient. Le volet, et puis on peut, le suivant aussi, le volet B, ça va être les aides qui sont déjà mis en place ou les aidants. Les aidants, voilà, donc là, c'est une autre grille. Si le patient a déjà été hospitalisé, par exemple, la vision, même s'il porte des lunettes, est-ce qu'il a une vision normale ou pas? Est-ce qu'ils vivent en couple? Est-ce que la personne est seule? Est-ce qu'il y a des problèmes financiers? Donc, vous voyez, ça prend vraiment la globalité du patient, de son entourage et de ses conditions de vie au domicile. Donc, c'est beaucoup plus précis que la démarche de soins infirmiers d'avant. Ensuite, on a la coordination sanitaire, savoir si le patient il a déjà des aides qui sont mises en place, s'il a déjà bénéficié d'un plan personnalisé ou par le Prado. La coordination médico-sociale qui est un petit peu plus bas, où là, on met s'il y a des auxiliaires de vie, par exemple, le nom de l'association. Ensuite, la situation environnementale du patient. Alors là, c'est quand on sait qu'on va faire un bilan de soins infirmiers, bon, souvent on le fait à la maison parce que c'est assez long à réaliser. Du coup, il y a des informations auprès du patient et de son entourage qu'on va prendre en amont, comme sa taille et son poids, et ça va calculer directement l'IMC. Voilà. S'il y a des aidants naturels, s'ils passent occasionnellement, une fois par semaine, pour faire les courses, hein, par exemple, si c'est un aidant naturel qui est là tous les jours. Donc voilà, tout ça, c'est à donner comme information. Ensuite, après le volet médico-social, on s'attaque au volet soins. Vous voyez, il y a énormément de volets à remplir. Et là, on est sur les soins de base. Et ensuite, dans les soins de base, vous avez différentes bulles. La bulle alimentation, la bulle respiratoire, cardiovasculaire, la bulle élimination. Donc, tout ça, ça fait partie des diagnostics infirmiers. Il ne faut pas oublier de les remplir, toutes ces bulles-là, même si vous avez l'impression, alors elles sont pas, on n'est pas obligé de les remplir toutes, hein, parce qu'il y a des choses, des fois, où notre patient ne remplit pas la case, mais c'est quand même intéressant d'aller l'ouvrir pour voir si il n'y a pas quand même quelque chose dedans que l'on fait et qu'on ne se rend pas compte qu'on le fait, en fait, parce que nos patients... on est tellement habitué en fait à faire un tas de choses que on oublie de le noter. Mais c'est ça qui va nous définir un forfait et notre tarif de prise en charge du patient. Donc le volet soins, c'est là où on fait notre démarche clinique infirmière avec la différente réponse aux différents besoins de nos patients et au diagnostic infirmier. Donc dans le soin de base, par exemple, de l'alimentation où on est là actuellement, différentes grilles aussi vont s'ouvrir sur les problèmes d'alimentation que le patient peut avoir, s'il mange seul ou pas, s'il a des problèmes de déshydratation, des troubles de la déglutition, voilà. Ensuite, sur les différents soins de base, pour la mobilité, on peut avoir la grille time Up and Go, c'est des tests pour voir si le patient, voilà, alors on va un peu plus bas, si on met risque de chute, on a des tests, des grilles de tests aussi qui s'ouvrent, des tests unipodales, si le patient peut rester sur une jambe ou si c'est impossible à faire à réaliser comme test. On a les différentes échelles de la douleur quand on est sur la douleur, traitement de la douleur. Bon, là, j'essaye de passer un peu vite sur les choses parce que c'est un petit peu long, mais vous n'hésitez pas à poser des questions après, après mon intervention, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que vous voulez plus de détails. Donc, quand on... Voilà, il y a des... Alors, si on va sur la douleur chronique et invalidité, voilà, on peut cocher. Douleur chronique, par exemple. Intervention infirmière, évaluation de la douleur.
Non, ça ne veut pas. Bon, bah, c'est parce que c'est un test, mais bon, voilà, on a des grilles, hein, du coup, d'évaluation, avec des échelles, un Dolo Plus, par exemple. Une fois qu'on a rempli cette partie-là, on remonte un petit peu plus bas, pardon, excusez-moi, soins relationnels. Après, on peut aller dans les soins relationnels. Voilà. Où là, on a les troubles cognitifs, où on peut noter les soins éducatifs. Parce que, bon, en fait, le BSI, ce n'est pas que du nursing. On a tendance à penser que c'est que ça, mais absolument pas. Il y a aussi la iatrogénie médicamenteuse, les soins éducatifs auprès du patient qui font partie du bilan de soins infirmiers. Et ensuite, on a les soins techniques éventuels qui sont prescrits parce que nos patients qui sont dépendants, on leur fait des prises de sang, on leur fait des pansements, on leur fait des injections, où là, en fait, on note le nombre d'actes réalisés environ par mois. Si on fait des pansements, si on ne sait pas, on met au moins le chiffre 1. On met au moins le chiffre 1 dans la case pansement courant, par exemple. Il faut au moins mettre le chiffre 1. Si on a des pansements, évidemment. Ces actes-là, médicaux, en fait, prescrits, ils sont cumulables avec le BSI. Donc ça, j'en reviendrai un petit peu plus tard pour vous dire qu'est-ce qui est cumulable à 100% et ce qui ne l'est pas. Après cette partie-là, on a des critères de majoration. Voilà, on a une autre slide un petit peu plus tard, critères de majoration, où là, ça va être les difficultés. Voilà, c'est-à-dire que les patients qui sont tétraplégiques, les patients en surpoids, les enfants de moins de 7 ans, la fin de vie, lié à l'environnement, c'est voilà, le domicile insalubre, un domicile qui n'est pas adapté au handicap du patient. Hein. Voilà, tout ça, on remplit. Ça va nous mettre un forfait différent aussi. Donc ça, il ne faut pas y oublier. Et ensuite, on peut faire des observations complémentaires au médecin qui va le recevoir par mail via Amélie. Il y a trois types même de BSI. Il y a le BSI initial, c'est-à-dire le premier que l'on fait, la première prise en charge. Et il y a les BSI intermédiaires et de renouvellement. Donc, sur la première année de prise en charge d'un patient, on fait un BSI initial et on peut faire jusqu'à 2 BSI intermédiaires, c'est-à-dire quand notre patient il a un changement dans son état de santé. Il se dégrade ou au contraire, il va mieux. On peut faire on peut faire autant de BSI intermédiaires que l'on veut, mais on en aura 2 qui seront pris en charge, payés par la caisse. Ensuite, le BSI de renouvellement, il se fait 1 an après le premier, hein, puisque ça dure 1 an. Alors, ce n'est pas parce que le BSI dure 1 an que les soins durent 1 an. On peut faire un BSI et puis le patient va mieux. C'était intermédiaire parce que il s'est cassé la jambe. Il y a eu une aide ponctuelle. Les soins ne durent pas forcément 1 an. Alors, en fonction de tous ces renseignements, donc vous voyez que ça prend quand même un petit peu de temps, on obtient un forfait. Les forfaits, c'est BSA, BSB. Alors, on est dans le volet facturation. BSA, BSB, BSC. Donc, en fonction de ce que vous avez rempli, on aura soit un forfait de prise en charge légère. Donc, en rémunération, c'est 13 €. Le BSB, c'est une prise en charge intermédiaire. On est à 18,20 €. Et le BSC, c'est une prise en charge lourde, hein, vraiment des patients gravataires. On est sur un forfait de 28,70 €. Alors ça, c'est un forfait journalier. C'est une enveloppe pour la journée. Ce n'est pas à chaque passage. Ensuite, après, derrière, il y a le déplacement. Tout en haut, les petites lettres qui sont... j'avais les DI, non, il n'y avait pas les D. Ah, voilà, BSI initial, c'est 2,5. Alors ça, quand on réalise le BSI, la lettre clé DI, 2,5. Alors la lettre DI, c'est 10 €. Donc 2,5, le bilan initial, on le facture 25 € près de la caisse. Et le BSI intermédiaire, 1,2, il est à 12 €. Pour le moment, on voit encore apparaître les AIS3 et AIS4, AIS3,1. C'est pour toutes les personnes qui ont moins de 85 ans. On fait un bilan de soins infirmiers, mais au niveau de notre facturation,
On est encore sur les AIS pour le moment, normalement jusqu'au 1er avril, enfin jusqu'en avril, on n'a pas la date exacte, où on est encore à facturer avec des AIS. C'est toutes les personnes qui ont plus de 85 ans qui sont en BSA, BSB, BSC. Donc, logiquement, à partir d'avril, le BSI est pour toutes les personnes. Très important de noter à cet endroit-là sur la facturation notre nombre de passages par jour. Il est d'un maximum de 4 passages par jour. Donc, notre enveloppe, notre forfait pour la journée, c'est avec maximum 4 passages par jour. Et ensuite, l'on met le nombre de passages par semaine parce que, par exemple, quand on réalise un pilolier, on le réalise une fois par semaine. Donc là, voilà, on va mettre un passage par jour, une fois par semaine. Voilà, tout en bas, nombre de passages de soins par semaine, on marque 1. On n'oublie pas les majorations pour les personnes que l'on voit tous les jours, comme quoi on fait les soins pour la dépendance les dimanches et les jours fériés, chez les enfants de moins de 7 ans, et s'il y a des horaires de nuit. Le déplacement, alors les bilans intermédiaires, voilà, on n'a pas besoin d'ordonnance pour faire un bilan intermédiaire. C'est quand le patient, son état de santé se modifie. La lettre clé pour le déplacement s'appelle le IFI. Alors là, il n'est peut-être pas noté. Le IFI, c'est dans notre logiciel de facturation. Et on n'oublie pas, nous, dans notre logiciel métier aussi, de rajouter les DI, parce que sinon, voilà, pour pouvoir le facturer, en fait, ça ne se fait pas automatiquement avec Amélie-Pro, c'est dans notre logiciel métier, dans notre logiciel de facturation. Pour les personnes, par exemple, où on a des soins de dépendance pour le couple, en fait, pour monsieur, madame, on ne fait qu'un seul placement. Alors là, il y a une petite subtilité. Le IFI, on ne peut pas le compter pour les deux, puisque c'est un déplacement pour le couple. Donc, pour la deuxième personne, il faut qu'on marque un IFI de coefficient 0,01. Ça correspond à rien du tout, mais c'est pour qu'on puisse avoir les majorations de déplacement et de jours fériés pour la deuxième personne, parce que sinon, si on ne compte pas de déplacement, on ne peut pas coter les majorations. Ça, c'est une petite subtilité à rajouter. Et après, pour tout ce qui est pour les soins médicaux, on ne les compte plus en AMI, acte médical infirmier, mais on les compte en AMIX. Ça, c'est pour différencier les soins que l'on fait au détour d'un BSI, c'est-à-dire d'un soin de dépendance du patient. Dans notre facturation, il faut qu'on mette AMX pour les soins médicaux qui sont faits en même temps. Alors, il y a plusieurs soins qui sont cumulables. Pour les AMX, cumulables avec les forfaits, il y a deux possibilités. Soit ça se cumule à 100%, soit ça se cumule à 50%. Il faut savoir sur les soins infirmiers, le premier soin, et si on a plusieurs soins, c'est jamais un patient. Le premier soin est coté entier, le deuxième soin de moitié et le troisième est voilà, ça tout le monde le sait, je pense. Ça fait râler beaucoup. Donc, la possibilité de cumul, les prises de sang sont cumulables à 100%. Les pansements lourds et complexes et les pansements chez les diabétiques insulinodépendants. La surveillance BPCO, alors ça, je sais pas, je déborde un petit peu, il faut peut-être m'arrêter si j'en dis trop, parce que là, on n'est plus vraiment sur l'élaboration du BSI, mais c'est un petit peu quand même pour expliquer les autres soins qui sont en rapport en fait avec notre bilan sur les personnes dépendantes. Donc, les surveillances BPCO et insuffisance cardiaque, c'est cumulable aussi à taux plein. Et tout ce qui est toutes les perfusions. Ce qui est cumulable à 50% sont les injections, les surveillances chez les patients diabétiques, donc injection d'insuline et la glycémie capillaire. Voilà. Les majorations, avec le BSI, on ne peut pas mettre majoration d'acte unique. En fait, si on fait un autre soin en parallèle, voilà, par exemple la prise de sang à taux plein, je ne vais pas mettre une majoration d'acte unique codifiée MAU, parce que comme on intervient chez le patient déjà pour un soin de dépendance, ce n'est pas un acte unique.
Par contre, on peut rajouter la MCI, la majoration de coordination infirmière, la MIE, qui est la majoration d'actes infirmiers chez l'enfant, et puis les dimanches et les nuits. Alors, le BSI, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que du nursing, c'est une démarche clinique infirmière pour l'ensemble des soins relevant du rôle propre de l'infirmière. Le BSI participe au maintien à domicile du patient et limite les risques de iatrogénie et la chute d'un patient, par exemple, dépendant. Donc, le délai de 5 jours pour facturer, voilà, c'est-à-dire que si je fais un BSI, il faut attendre 5 jours avant que je facture pour que le médecin reçoive la synthèse sur un Medipro. Il n'y a pas la carence de 15 jours comme on avait avant sur la démarche de soins. Les bulles sont intéressantes à noter, là, toutes les slides là, sur l'élimination, sur la respiration, le cardio, parce que ça nous amène quand même à nous interroger sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait et les actions que l'on met en place. Donc oui, c'est bien ça, c'est bien le 1er avril 2023, on a la généralisation du BSI pour tous. Alors, bon, le souci, c'est qu'on entend quand même quelques bruits de couloir qui nous disent qu'on a dépassé l'enveloppe et que peut-être que cette généralisation du BSI va être reportée de quelques mois. Ça avait déjà été le cas en 2022 pour les personnes de plus de 90 ans. En 2020, oui, on avait dépassé l'enveloppe, donc nous avait reculé quand même le déploiement des plus de 85 ans sur 2022. Voilà. J'espère que j'ai été claire, que je n'ai pas été trop rapide. Et puis sinon, il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Alors, Dominique Hebreu. Dominique, ouais, avec une question. Ouais. J'ai une question sur l'envoi au médecin. Là, vous pouvez rester là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure, il le reçoit sur sa messagerie sécurisée. Oui. Alors, nous, on reçoit. Alors, c'est pour ça, je suis un peu surpris. Je n'ai reçu jamais aucun. Par contre, je reçois sur ma messagerie normale un avis comme quoi il y a un BSI qu'il faut que j'aille le chercher. Donc, je voulais peut-être M. Couture pourra nous répondre. Est-ce que c'est vraiment envoyé sur la messagerie sécurisée, ApiCrypt? Moi, j'utilise ApiCrypt. Ou est-ce que c'est envoyé que sur MS Santé, ou est-ce que c'est vraiment envoyé en messagerie sécurisée l'ensemble du BSI ou seulement l'avis? C'est envoyé sur votre Amélie Pro, docteur. Oui, donc pas en sécurité. Non, pas la MSS. Non. Voilà, d'accord. Voilà, merci. Non, c'est moi qui ai mal exprimé. Et vous recevez que la synthèse, en fait. Non, on ne reçoit rien. On reçoit un avis comme quoi il faut qu'on aille regarder s'il y a un BSI et qu'on le regarde à ce moment-là. Oui, mais l'accès après qu'on a sur Amélie Pro, c'est la synthèse. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est la synthèse de tout ce qu'on a coché, en fait. Et après, moi, des fois, j'ai des réponses. J'ai des médecins qui me répondent comme quoi, voilà, ça a bien été lu. Des fois, pour le médecin, ça peut permettre de voir des choses qu'ils ne savent pas. Déjà, côté médical, ça simplifie la prescription des actes. On est quand même très mal formés, nous, les médecins, à prescrire les actes effectués par les autres professionnels de santé. Donc, c'est assez souvent qu'on a des retours quand les professionnels osent nous les faire en nous disant si tu peux me faire l'ordonnance parce que là, franchement, je ne vais pas être payé. et clairement, ça simplifie les choses. On a juste à prescrire BSI. Là, voilà, il y a juste à écrire bilan de soins infirmiers parce que je sais qu'il y a des médecins qui veulent bien faire et qui rajoutent soins de nursing, mise en place des bas de contention, etc. Machin. Non, c'est inutile en fait. Ça, c'est nous qui faisons l'élaboration de ça, les besoins, quand il y a des œdèmes des normes inférieures, à un moment donné, sur le cardio, en soins, on a cette case mise en place des battes de contention. Donc, voilà, il ne faut vraiment pas vous casser la tête. Vous marquez juste bilan de soins infirmiers, la date, le tampon, et c'est suffisant. Après, on vous redemande au bout d'un an un BSI à nouveau pour le renouvellement, quoi. Donc, 1 an, c'est quand même mieux que tous les 3 mois. Avant, c'était tous les trimestres. Pour la démarche de soins infirmiers, on vous redemandait une ordonnance tous les trimestres. Et c'est vrai que c'était quand même plus… Une question, ça revenait beaucoup plus vite. Une question de Natacha Dromard. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Je suis infirmière libérale et je voulais savoir si on a accès au BSI que nos collègues font pour nos patients communs. Non. Soit pour les patients, quand les patients partent en vacances ou qu'ils changent de cabinet,
Non, on n'a pas accès aux autres. Alors, soit vous avez une infirmière sympa qui vous l'envoie en photo ou qui vous appelle et qui vous dit la cotation qu'elle a fait, hein, si c'est un BSA, BSB, ou soit vous êtes obligé de faire un BSI intermédiaire. D'accord. Ouais. Tout dépend, effectivement, les relations que vous pouvez avoir avec l'infirmière. Il peut être aussi la synthèse du BSI. On peut l'imprimer en PDF ou l'enregistrer en PDF et le garder dans notre dossier de soins, papier, aux patients. C'est vrai qu'il peut partir en congé avec. Nous, on le garde aussi dans notre logiciel. Mais on peut sinon retourner, nous, dans les BSI qu'on a élaborés, on les retrouve. Hein. On les retrouve là sur cette page-là que vous voyez. Là, tout en bas, vous voyez, nom, prénom du patient. Donc là, après, on peut retourner dessus. Ça nous permet, quand on fait une BSI intermédiaire, c'est beaucoup moins long, ou un renouvellement. On ne refait pas tout ce qu'on a fait là, ce que je vous ai montré sur le BSI initial. On retourne sur la fiche du patient et on fait renouvellement. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas dans le chat, mais est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser? Bien. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose, Laurent, qu'on passe aux deux autres sujets. Et donc, si tu me laisses la main, je partagerai mon écran et c'est toi qui le commenteras. Non, je vais garder la main parce que c'est la démonstration, la première. Ah, pardon, alors vas-y. Il n'y a pas de souci. Alors donc on avait mis à l'ordre du jour le certificat ATMP. Alors pourquoi? Parce que depuis mai 2022, vous savez qu'il y a une refonte du certificat ATMP et de la vie d'arrêt de travail. Cette refonte prévoit notamment la simplification des informations saisies par le médecin en cas de prolongation et la fusion de la vie d'arrêt de travail, donc maladie, maternité, ATMP. Donc c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Donc encore une fois, on est sur un démonstrateur. Donc normalement, il est à jour. Donc là, je vais me connecter par la carte CPS. Donc vous avez, comme d'habitude, vous arrivez sur votre écran Amélie Pro, vous avez deux solutions. Soit vous avez introduit la carte vitale du patient, soit vous saisissez simplement le NIR en fait, du patient, puisque c'est un téléservice qui peut être utilisé avec ou sans la carte vitale. Donc là, je vais simplement lire la carte. Et à ce compte-là, je vais pouvoir créer mon certificat médical. Donc, vous avez qu'une seule page de saisie. Hein. Donc, vous avez les informations de l'assuré qui sont reprises, qui sont mis en haut, hein, qui sont implantées en haut. Alors, ici, nous sommes sur un avis d'arrêt initial. Vous voyez qu'effectivement, ici, j'ai les nouvelles lésions. Avant, il y avait marqué prolongation. Maintenant, c'est nouvelles lésions. Ça veut dire que je ferai un certificat médical, nouvelles lésions, le cas échéant, s'il y a des nouvelles lésions qui surviennent. Le certificat final descriptif, s'il est guéri ou consolidé. Et le certificat de rechute, ça n'a pas changé. Donc, par défaut, il est coché accident de travail. Vous pouvez très bien mettre maladie professionnelle. La déclaration d'accident de travail, eh bien, ça, c'est votre patient qui va vous le dire. Hein. Et par exemple, c'est un accident qui date de vendredi dernier, on va dire du 10 mars. Ici, vous saisissez comme d'habitude. C'est obligatoire, par contre, pour étudier le dossier, eh bien, le motif en fait, de l'arrêt de travail. Donc, par exemple, on va mettre ici fracture du bras. Voilà. Et vous mettez la latéralité, donc droite, gauche, les deux ou non concernés. La précision sur l'employeur n'est pas, elle est facultative, mais elle permet de gérer au mieux le dossier. Donc voilà, si vous avez le patient qui est en face de vous, on conseille de la compléter. Vous acceptez les conditions de transmission, les accès applicables, et on valide, tout simplement. Alors juste avant que je continue, par rapport aux prolongations, on a souvent des prolongations pour soins, enfin ça arrivait à l'époque. La nouveauté, c'est qu'à partir du moment où l'assuré patient n'est ni guéri ni consolidé, on va considérer qu'il est en suite de soins. Ça veut dire que vous pouvez très bien lui prescrire des suites de soins sur une ordonnance classique, mais vous n'utiliserez pas un CERFA, enfin ce CERFA-là. Donc là, je vais valider. Donc j'arrive sur la synthèse de ce que j'ai saisi juste avant. Donc là, c'est la date de l'accident de travail, la contestation, la latéralité. Je peux modifier ma saisie à ce moment-là. Je peux imprimer sans transmettre. En général, vous ferez ça quand, par exemple, le téléservice n'est pas ouvert au régime du patient.
Alors, pour rappel, les régimes en fait, qui sont ouverts, ce sont le régime général, la MSA, la RATP et la SNCF. Tous les autres régimes, vous pouvez utiliser le téléservice, mais vous ne pourrez pas transmettre. Bon, l'avantage, c'est que vous pouvez très bien commencer la saisie, imprimer, et vous n'êtes pas obligé de commander des CERFA. Donc là, je vais transmettre. J'ai une synthèse qui est ici, donc c'est transmis à l'assurance maladie, donc on reçoit dans les 2 heures. Vous devez imprimer le volet 3 pour le patient qui est ici. Donc si vous cliquez là, il va télécharger en PDF le volet 3 que vous allez imprimer. Et puis après, vous enregistrez les données éventuellement si vous les sauvegardez sur l'ordinateur. Et c'est terminé. À ce moment-là, vous pouvez très bien, dans la foulée, créer un avis d'arrêt de travail. Donc, ce n'est plus le même CERFA, donc il vous propose de créer un arrêt de travail, ce que je vais vous proposer à l'instant. Donc, je bascule tout de suite sur l'avis d'arrêt de travail. Les informations sont immédiatement implantées. En haut, ici, là, il a repris les informations. Vous avez 2 possibilités, initiale, prolongation. Ici, on va se concentrer sur l'initiale. Donc, soit c'est un arrêt à temps complet, soit c'est un arrêt à temps partiel. Pour ici, évidemment, on a un accident de travail, donc s'il n'y a pas de lieu d'être, ni en rapport avec un accident de travail, ni en rapport avec une ALD, ni en rapport avec une affection pathologique liée à la grossesse. Là, on est vraiment sur la maladie et la maternité. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la TMP. La date de la déclaration, voilà, il a pris la date du jour. Vous pouvez bien sûr la modifier. Le saisie des motifs. Donc, le motif, c'était la fracture du bras. On va la reprendre. Alors, comme c'est un démonstrateur, il est possible que, voilà, normalement, il aurait dû le reprendre. Du bras, tout simplement. La durée, la durée, donc là, vous mettez simplement une date ici, ou alors vous mettez par exemple 15 jours. Donc moi, je vais mettre la date, par exemple, du 31. Donc, il va calculer immédiatement les 18 jours. Donc, suivi d'une reprise à temps partiel thérapeutique, bon, ce n'est pas le cas parce que pour l'instant, c'est un arrêt de travail initial. Et vous cochez les cases ici, si vous l'autorisez ou pas à sortir, à savoir si vous mettez honoraire libre, vous serez obligé de mettre un motif, une raison, une explication sur pourquoi vous l'autorisez à sortir en dehors des horaires de travail, en dehors des horaires habituels. La précision sur l'employeur, ici, elle est facultative comme tout à l'heure. Et après, vous informez votre patient que vous procédez à l'envoi de la télétransmission et vous validez. Voilà, à ce moment-là, même écran que tout à l'heure, soit j'imprime parce que je ne peux pas le transmettre, soit je le modifie, soit je transmets. Donc là, je vais transmettre. Voilà, c'est arrivé à l'assurance maladie. Vous devez imprimer le volet 3 pour l'assuré, pour son employeur, éventuellement l'enregistrer. Et voilà. Par rapport, juste une petite complément d'information pour ceux qui auraient des anciens CERFA ATMP, ils sont valables jusqu'au 31 mars 2023. Je parle de CERFA papier. Au-delà de ces dates-là, l'assurance maladie les refusera. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je n'ai pas regardé le chat. Donc, c'est un service qui est assez simple d'accès, assez intuitif et facile d'utiliser. Il n'y a pas de questions dans le chat. Y a-t-il des questions à l'oral? Oui, bonsoir, c'est Dr Bachari. Pardon, je suis psychiatre en fait. Effectivement, en cas d'accident de travail, pour pathologie psychiatrique, la prolongation, je suis confronté à ça, c'est ce qui m'a un peu fait éviter de télétransmettre. Et du coup, vous me dites, si j'apprends quelque chose, à partir du 31 mars, on n'utilise plus les anciens CERFA. Du coup, nouvelle lésion, si j'ai bien compris, au fait. Alors, à partir du 31 mars, les anciens CERFA que vous utilisez pour faire le certificat ATMP, l'assurance maladie ne les prendra plus. Il faudra vraiment prendre le nouvel imprimé. Dans le nouvel imprimé, vous n'avez pas les motifs d'arrêt de travail, ce n'est pas un arrêt de travail. Donc, il va falloir faire 2 CERFA. Un pour le certificat médical initial, on va dire, ou la prolongation, et puis un pour l'avis d'arrêt de travail séparément. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une prolongation pour soins. Si votre patient est toujours en arrêt de travail, il est considéré comme étant en suite de soins, si vous voulez. Tant qu'il n'est ni guéri ni consolidé, vous ne faites pas de prolongation de soins. D'ailleurs, ça n'existe plus. Ok. Je crois que c'est quelque chose qui a vraiment été perturbant quand on a eu la mise à jour là, avec avec ce nouvel outil. C'est qu'on a été assez nombreux à vouloir prolonger les soins
et à ne pas trouver comment les faire. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'avec ce nouvelle interface, on ne prolonge plus en soins. En fait, les soins sont réputés continuer tant qu'il n'a pas été clôturé ou consolidé ou peu importe. Il y a l'initial et après, en fait, on ne met pas de date. C'est ouvert, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est Parce que ça. En fait, tu fais ta déclaration tu fais ton certificat pour déclarer l'accident de travail d'une part, et en fait, il est ouvert. Et tant que tu l'as pas consolidé, il reste ouvert. Et au sein de cette période, tu vas prescrire des arrêts de travail en plus avec le deuxième formule, enfin le deuxième, je sais pas comment l'appeler. L'avis d'arrêt de Et ceux travail. qui sont en cours de route, qu'est-ce que je suis censé faire? Donc, ils ont l'initial depuis un moment que j'ai prolongé. Là, ton patient, tu dis, il est en arrêt de travail ou il a son certificat qui a été, enfin, son accident qui a été déclaré, ou les Qui a deux. été déclaré, tout ça, oui, ça va faire que 3 4 mois. Et donc, Donc, de mémoire, j'ai prolongé avec l'ancien CERFA jusqu'au début avril. Donc là, bah là, quand il je a vais le été revoir, prolongé. oui, Bah là, quand tu vas le revoir, il faut que tu le prolonges avec le formulaire électronique maintenant. la prochaine fois, quand je vais voir ma patiente, je vais rentrer. Arrêt maladie, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, je vais rentrer en accident de travail et je vais la mettre comment, du Alors, coup, en initial? prochaine fois que vous voyez votre patiente, vous avez Voilà. déjà fait le certificat médical initial. Donc, on va le Mhm. laisser comme ça. Donc, elle sera en arrêt de travail toujours. Donc, la Oui. prochaine fois, dans ces cas-là, vous n'allez pas sur le certificat ATMP, vous irez directement, excusez-moi, parce que je crois que je peux le revenir à chaque fois, vous irez directement dans avis d'arrêt de travail, qui est ici. Donc, là, je lis la carte vitale, hein. Donc, avis d'arrêt de travail, j'ai pas l'habitude, il est En haut. En fait, en haut. Bon, Voilà, arrêt de travail, c'est attends, écrit en haut. voilà, arrêt de arrête-toi 2 secondes, travail, Laurent. pardon. Oui, Attends, il est là. arrête-toi, reviens, Laurent, en arrière. Pour bien montrer que c'est vraiment deux rubriques distinctes maintenant. Oui, Là, voilà, on a une rubrique qui est accident de travail, maladie professionnelle, où on crée le certificat pour déclarer l'accident de travail. C'est une pas pour fois. faire l'arrêt de travail, c'est pour déclarer l'accident de travail. Là, ta patiente, son accident de travail est déjà déclaré, puisque tu lui as déjà fait le formulaire. Et du coup, maintenant, quand tu vas la revoir pour lui prescrire ses arrêts de travail, que ce soit des initiaux ou des renouvellements, que ce soit en accident de travail ou en maladie, là, tu vas aller dans prescrire un arrêt de travail. Et vous irez dans prolongation. Et par contre, Ah du coup, c'est là qu'il oui, faut bien cocher, il faut bien cocher en rapport avec un arrêt de travail pour qu'il Ici. sache que c'est en rapport avec l'arrêt de travail. Ici, là. absolument. Ouais. À Parfait. partir du moment où vous êtes en prolongation d'un avis d'arrêt de travail, on ne vous demande pas, il ne rentre pas dans le cadre du parcours de soins. Vous n'avez pas à compléter qui vous êtes, si vous êtes médecin traitant qui a fait l'arrêt initial, etc. Vous cochez juste un arrêt de travail, là, on ne vous demande pas les motifs, et après le motif et la prolongation elle est là. Le certificat d'arrêt de travail, il a déjà été fait une fois, on va dire, jusqu'à temps qu'il est ni guéri ni consolidé, il est en suite de soins. Et puis il y a une deuxième étape, c'est l'avis d'arrêt de travail. Il revient, il est prolongé, vous le prolongez sur ce certificat-là. Toujours en rapport avec. Parfait. Toujours en rapport avec l'accident de travail, jusqu'à temps qu'il soit guéri. Et le jour où effectivement il est guéri ou consolidé, là vous intervenez sur le certificat médical qu'on vous a montré et vous le guérissez, vous le consolidez. OK. Bon, Alors, en fait, j'en profite hein, parce que des fois, on a des retours de la Sécu, de Mhm. certains CEPAM, avec des motifs qu'on ne comprenne pas. Il faut que je rajoute psychiatre, sinon ça passe pas à l'arrêt. Ça me paraît tellement. Bon, juste une parenthèse, pardon, je ferme la parenthèse. En tout cas, c'est plus clair pour moi. Merci. Je y vais couper a-t-il le micro. y a-t-il d'autres questions? Sans quoi je propose qu'on passe au dernier sujet, de sorte qu'on puisse tenir l'horaire comme le demandait Fabien au début de la session, ce qui permettrait de tenir l'heure et éventuellement de discuter un petit peu après sur des thèmes qui vous intéresseraient pour les prochains webinaires. Voilà, on a fait ça, ça c'est fait, pardon, et on arrive au dernier qui est celui-là. Ouais, c'est ça. Laurent, eh ben, Ouais, écoute, je la te carte laisse la vitale. main pour ça. Tu peux te mettre en diaporama si tu veux.
Voilà. Donc, on voulait vous parler de l'appli carte vitale, tout simplement parce que c'est un projet qui va arriver à terme, là, c'est-à-dire qu'il va être généralisé France entière normalement au 3e trimestre 2023. Donc, on voulait un petit peu vous alerter sur cette nouvelle technologie et ce que ça sous-entendait pour vous, professionnels de santé, parce que vous êtes tous impactés par rapport à cette nouveauté. Donc, l'application carte vitale ou AppCV, en fait, c'est la dématérialisation de la carte vitale. Donc, c'est complémentaire à la carte vitale, ça veut dire que les deux vont subsister. Vous aurez la carte vitale physique et la carte vitale sur smartphone ou iPhone. Donc, elle est donc disponible sur Apple, bien sûr, ou sur Android, selon le téléphone que vous avez. Elle est accessible donc à tout public à partir du moment où il sera généralisé. Aujourd'hui, on est dans une phase d'expérimentation. Donc, c'est une solution donc, sécurité. Elle s'intègre dans le processus de facturation comme support d'identification et d'authentification du bénéficiaire et de ses ayants droit, et comme support de signature. Ça veut dire qu'elle va permettre la sécurisation en fait, de votre flux électronique comme une FSE sécurisée. Alors, contrairement à la carte vitale physique, elle ne comporte pas de données de droit. Donc, ça veut dire que l'appel au service ADRI est devenu obligatoire pour récupérer les droits du bénéficiaire et fiabiliser la facture. Sur la vue d'après, on est un petit peu sur les cas d'usage. Alors, sur les cas d'usage, donc en proximité, c'est-à-dire en rendez-vous, donc l'identification et l'authentification de l'utilisateur présent pour des services professionnels de santé, c'est-à-dire vous allez pouvoir utiliser cette authentification sur de la facturation Sésame Vital, comme on l'a vu, l'accès au téléservice, comme on l'a vu avec le certificat ATMP par exemple, à mon espace santé, mon espace santé de l'assuré, à votre Amélie Pro, en identification de patient, qui permettra de passer via les informations. À distance, un gros intérêt, puisque là, vous avez la possibilité d'utiliser de la téléconsultation, c'est-à-dire l'authentification par de la téléconsultation, de la prise de rendez-vous. Ça veut dire que votre patient qui aura son AppCV, vous pourrez l'authentifier directement en téléconsultation en scannant tout simplement le QR code qui vous présentera visuellement et vous serez en mode sécurisé. Donc un gros avantage par rapport à ça. Et demain, vous avez effectivement un fournisseur d'identité numérique avec l'appli carte vitale qui offrira un usage, un accès à des services sensibles du secteur du santé sociale, y compris externe. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, c'est la plateforme de santé, donc tous les régimes de l'assurance maladie, la prise de rendez-vous en ligne, mon espace santé et le lien vers les mutuelles, notamment la part de la mutuelle. Alors, sur l'après, j'ai mis un petit peu le gain, le bénéfice que ça va vous apporter. Donc, l'objectif clair, c'est un gain de temps administratif pour gagner sur du temps médical, notamment à travers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'application ADRI. Donc, ADRI, c'est l'acquisition des droits intégrés en systématique. ADRI, c'est la possibilité que vous avez depuis votre logiciel métier de consulter les bases de l'assurance maladie en temps réel sur un cas patient. Ça veut dire sur un cas patient, vous savez s'il est connu de l'assurance maladie, vous savez s'il y a une ALD, si vous l'avez coché, la CMU, etc. Donc, ça fiabilise d'autant votre facturation. Donc, si la facturation est fiabilisée, vous aurez vous aurez moins de rejets. Des flux sécurisés possibles même en cas d'oubli de carte vitale. Effectivement, il n'est pas rare que le patient oublie sa carte vitale. L'avantage d'avoir l'AppCV, ça veut dire que vous aurez à la fois la garantie de paiement, c'est-à-dire que vous aurez la garantie de paiement parce que ça sera du sécurisé. Vous aurez moins de papier puisque forcément, il a une autre possibilité de vous fournir son identité via cette possibilité-là. Je pense notamment aux paramédicaux, puisque vous êtes souvent en déplacement. Donc, atteindre plus facilement le taux demandé des flux électroniques, effectivement, par rapport aux aides forfaitaires. Dans le cadre du forfait structuré du FAMI, vous devez atteindre des usages en termes de sécurité, donc c'est 65 et 70% selon la profession. Là, avec la CLAP-CV, ça permettra d'accéder plus facilement à ce taux-là. Une utilisation sans contact qui offre tout simplement une plus de souplesse et d'ergonomie, et une facturation facilitée, notamment par la télémédecine et avec l'authentification du patient via le QR code, en fait. Après, je vous ai mis un petit peu le circuit de facturation. Donc, dans le circuit de facturation, vous avez sur la première étape l'acquisition des données par l'EPS via la technologie qu'on appelle NFC, sans contact, ou scan douchette. Donc, NFC, c'est le mode sans contact et le QR code, c'est avec une douchette. Donc, la demande d'identification se fait par ces deux canaux-là. Après, vous avez le logiciel du PS, donc votre logiciel qui est en version Addendum 8. Alors, pour vous, ça, c'est transparent. C'est-à-dire que le logiciel va accéder directement au système d'information. Alors, le temps, il va être limité.
le nombre de signatures FSE va être limité. Vous ne pourrez pas faire, par exemple, 10 factures en même temps, mais au bout d'un moment, il va falloir les envoyer. Mais tout ça, c'est transparent. Et vous avez de manière un peu automatique, pour le coup, l'acquisition de droits en ligne via ADRI, la signature de la FSE en fin de consultation. Et puis pour le patient, il aura dans son application une notification de facture qui permettra d'identifier donc le PS qui a fait la facture, l'identification du patient, les montants facturés, le montant payé et les détails des actes pour éviter notamment, déjà pour avoir un rendu de la facture, qu'il ait une trace par rapport à ce qui était envoyé par le PS, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Le dernier point qui est important, on a voulu vous mettre un petit peu qu'est-ce que ça va changer pour vous dans votre quotidien. Donc, en termes de prérequis, on en a parlé, il faut être en version Addendum 8 de votre logiciel. C'est le prérequis en 2023 pour l'ensemble des professions, qu'elles soient paramédicaux ou médecine. Avec donc les deux technologies qui ont été retenues, sont le QR code avec une douchette ou le lecteur NFC. Donc, l'éditeur aura l'obligation de développer la compatibilité de ces deux technologies. Après, il appartient au fournisseur de santé, de la solution de santé, de préconiser la solution la mieux adaptée à votre pratique. Il n'y aura pas d'obligation de prendre ces deux technologies ou même d'activer. Donc là, on est vraiment dans une offre de service supplémentaire par rapport à la carte physique. Les recommandations, que moi j'ai notées, c'est que votre poste de professionnel de santé devra garder sa capacité à lire les cartes CPS et les cartes vitales, puisque les deux systèmes vont perdurer. Le lecteur homologué doit être compatible sur un standard PCSC. Ça, c'est important parce que vous savez que depuis janvier 2022, les lecteurs TLA ne sont plus supportés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'assistance par rapport à ça. Les lecteurs de code 2D est à privilégier car elle permet une lecture universelle de tous les services de l'assurance maladie. Alors là, ça veut dire que pour effectivement lire le code 2D sur le smartphone, mais aussi sur des documents papier, par exemple l'ordonnance numérique qui va bientôt arriver, qui est déjà en cours, l'attestation de tiers payant. Dans les attestations de tiers payant, vous avez un QR code que vous pourrez lire. Et puis pour fiabiliser la liaison entre le lecteur 2D et les lecteurs NFC, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous suggère, c'est d'avoir un hub USB alimenté, donc auto-alimenté, qui permet d'éviter justement les déconnexions. Le hub USB permettra de connecter plusieurs prises externes et d'éviter d'enlever tout le temps le lecteur. Voilà les préconisations. En termes de tarification, j'ai un peu regardé. En termes de tarification, on est sur à peu près sur un lecteur. Alors, c'est une tarification, c'est un prix moyen que je vous donne là. Donc, un lecteur 2D en QR code, c'est 200 € TTC. Le prix moyen d'un lecteur NFC, c'est 70 €. Et si vous décidez d'avoir un lecteur qui fait les deux, NFC et QR code, dans ces cas-là, c'est 245 €. Donc, encore une fois, c'est des tarifs à titre indicatif qu'on retrouve chez les éditeurs de logiciels, sachant que vous pouvez tout à fait passer par un fournisseur qui n'est pas un fournisseur d'accès. C'est à vous de voir par rapport à votre éditeur. Sur le développement, donc là, je vous ai mis une petite slide sur les perspectives. Donc, c'est en cours d'expérimentation sur une dizaine de caisses depuis 2019. Et on passe sur une généralisation au trimestre 3 2023. Donc, comme vous savez, on est sur le Ségur de la santé en ce moment, avec notamment pour le couloir médecine de ville, biologie, les radiologues sur le Ségur qui va se mettre en place au 30 avril, normalement. Il est probable que la date soit repoussée. Mais voilà, ça conditionne ce déploiement de la version du Ségur avec l'Addendum 8 conditionnera le déploiement de la carte vitale. Je vous ai mis les contacts utiles voilà, avec le projet de l'application carte vitale. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller pour les contacter par mail ou aller sur le site du CNDA pour voir le logiciel s'il est agréé déjà à Addendum 8, le catalogue du produit GECM Vital et votre délégation du numérique en santé, anciennement les 6, qui peuvent répondre à toutes vos questions et vous accompagner par rapport au choix de votre matériel notamment. Voilà, j'essaie d'être assez rapide pour tenir le timing. Avez-vous des questions? Alors, comme je projette, je n'ai pas accès au chat. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou s'il y a des questions orales. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le chat. C'est que tu as été très clair, Laurent. C'est parfait. On communiquera de toute manière, bien sûr. Là, on n'est pas en phase de déploiement. Il n'y a aucune CEPAM de l'Essonne qui est de l'Île-de-France, qui est dans l'expérimentation.
Mais dès qu'on en saura plus sur la phase de déploiement, bien sûr, on communiquera auprès de vous pour que vous puissiez un petit peu anticiper cette phase-là, parce que les patients vont sans doute télécharger cette application pour pouvoir justement vous la proposer et faciliter votre facturation. On a Dominique qui a une question. J'ai toujours plein de questions. J'apprends à l'instant, là, c'est très intéressant, cette histoire de douchette là, et de lecture de ICPS. Je regrette de ne pas l'avoir appris il y a seulement 10 jours ou 15 jours, parce que j'ai été obligé de changer mon lecteur de carte vitale qui n'était pas compatible PCSC. Là. Donc, j'ai dépensé pas 70 €, mais plutôt 200. Et là, j'apprends qu'il va falloir que je rachète une douchette à 200 €. Je pense que ça aurait été quand même bien de le savoir avant. Alors nous malheureusement, voilà, cette communication, elle appartient au national sur les caisses expérimentatrices, donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas permis de communiquer. Là, moi j'ai voulu mettre ce point à l'ordre du jour justement parce que ça va arriver et pour anticiper l'équipement, il aurait peut-être fallu le faire plus tôt, effectivement. C'était le sens de ma remarque. J'ai bien compris, docteur. Donc, Dominique, en fait, là, ce qu'on a déjà, c'est déjà une anticipation. Oui, mais, en fait. Mais si tu veux, ça aurait pu permettre de… Alors, c'est dommage parce qu'il y a un manque de coordination quelque part, parce que cette obligation à la PC machin SC, là, j'ai découvert avec les bugs qu'elle n'arrêtait pas de faire en lecteur. Et donc, j'ai l'impression que c'est… Ou alors, c'est le fournisseur de lecteurs qui aurait peut-être pu m'alerter. Qui n'a peut-être pas encore la solution qui existe encore. Enfin, on est en train de se rendre compte que cette accumulation d'obligations, je vous le dis, ça va coincer, ça va râler, ça va couiner. Voilà. Là, docteur Dreux, on est sur une offre de service, c'est-à-dire ce qui sera complémentaire à la carte physique. Vous n'êtes pas obligé de vous équiper tout de suite. Moi, je vais prendre ma retraite avant, ça c'est sûr. En toute franchise, il devait être déployé fin 2022. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas communiqué tout de suite parce que ça a pris du retard. Et là, on préfère communiquer maintenant parce que ça devrait arriver en 2023. Robert qui a une question. Alors, il faut mettre ton micro, Robert. Est-ce que Robert est là? Ah. Robert, il faut mettre le micro. Ah, voilà. Oui, Robert, c'est mon nom de famille, c'est Guillaume. Voilà, en fait, pour les pharmacies, je suppose que les douchettes vont fonctionner correctement pour scanner le QR code des applications. Normalement, elles sont censées fonctionner correctement, d'autant plus que vous avez l'ordonnance numérique, qui est un projet qu'on a présenté au dernier webinaire et qui, normalement, vous impacte en tout premier chef, puisque le médecin, il fait la prescription électronique et après, vous êtes censé, pour ceux qui l'utilisent, scanner avec la douchette, justement, le QR code qui figure sur l'ordonnance. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous disais que la solution avec la douchette est à privilégier parce qu'elle permet justement de scanner les QR codes sur différents services ou téléservices qui sont actuels ou à venir en fait. Ouais. Bon, il n'y a pas de souci. Mais normalement, oui, votre éditeur de logiciel, quand il vous vend un produit, si vous êtes passé par lui, il doit vous… non, je ne suis pas passé par lui. Je n'ai pas y passé. D'accord. Mais ça va, la douchette est aussi fonctionnelle pour la sérialisation. D'accord. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez soit passer par votre éditeur de logiciel qui vous proposera la meilleure solution, entre guillemets, mais qui est forcément facturée, qui est forcément un peu plus cher que si vous passiez en direct, je ne sais pas, sur un fournisseur d'accès différent. Voilà, sur une solution sur Amazon ou que sais-je. Donc, peu d'intérêt pour nous à passer par le NSC. C'est l'un ou l'autre. Vous devez être en capacité, vous, pharmacien, de pouvoir scanner les douchettes. Après, le mode sans contact vous permet effectivement de scanner sans utiliser la douchette, en fait, tout simplement. Oui. Bon, mais de toute façon, la douchette, on l'a au poste, donc à chaque poste. Après, c'est à vous de voir, parce que le mode NFC, souvent, il ne fait pas que ça. Il fait beaucoup de choses. Il fait la lecture de la carte, il fait la mise à jour, il fait la carte bleue. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités sur un code NFC. Ouais, d'accord. Tandis que la douchette, c'est juste une douchette. Ouais. OK. D'autres questions? Écoutez,